Bonjour tout le monde, Jean-Martin de chez Consulat, votre représentant. Je suis avec Jérôme aujourd'hui pour vous présenter le nouveau EV100, qui est un moteur sans balai à construire par les étudiants. Jérôme va vous en parler de long et en large. Puis si vous avez des questions, ben, vous nous rejoignez comme d'habitude. Je te laisse aller, Jérôme. Parfait, merci Jean-Martin. Écoutez, bienvenue au webinaire d'aujourd'hui. Un petit peu spécial, un petit peu différent aussi du genre de webinaire qu'on est habitué de faire là, normalement là, à chaque mois. Euh, on vient tout juste de lancer notre nouveau produit. Un nouveau produit qui fait aussi partie d'une nouvelle gamme de produits. Puis c'est ça, c'est le genre de nouvelle gamme aussi que Jean-Martin va être en mesure de plus en plus vous proposer et vous en parler. Mais grosso modo, effectivement, on présente aujourd'hui le V100 qui est un projet étudiant. On aime ça dire ça comme ça. C'est donc une nouvelle gamme de produits, un projet où est-ce que les étudiants vont devoir construire d'eux-mêmes un moteur justement qui est brushless, donc sans balai, donc un moteur triphasé. Quand on dit l'étudiant va devoir aller construire un moteur par lui-même, ben, c'est vraiment une belle opportunité, on trouvait, lorsqu'on est venu avec l'idée d'un type de produit comme ça. Euh, on trouvait que c'est une bonne idée au niveau des salles de classe d'avoir l'opportunité aux enseignants d'enseigner tous les principes de base et même des principes plus avancés au niveau du diagnostic de ce genre de moteur-là. Donc, où est-ce que les étudiants vont devoir, avec une base, venir construire leur moteur, construire leur rotor, construire leur stator. Donc, vraiment, quand on dit construire, tout est dans la boîte en soi. On va avoir des bobines dans lesquelles on va devoir venir assembler nos différentes phases, donc que ce soit nos trois phases UV-W. On va devoir venir enrouler autour de nos bobines, que ce soit du sens horaire, du sens anti-horaire, de venir comprendre c'est quoi l'importance du sens au niveau de l'enroulement, quel impact ça a sur notre moteur. Ensuite de ça, on va venir construire, comme j'ai dit, notre rotor. Notre rotor, on va devoir venir placer des séquences de 4 aimants dans le bon ordre. Encore une fois, quand on dit le bon ordre, bon, on a une polarité, on a le nord, on a le sud. Donc, il faut venir mettre en alternance nos aimants au niveau de notre rotor, que ce soit sud-nord ou nord-sud, nord-sud. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais c'est de comprendre comment, d'abord et avant tout, on fait pour savoir quelle est la polarité de mon aimant. Quel outil je peux utiliser, que ce soit par exemple un détecteur de polarité ou simplement un aimant supplémentaire, un aimant d'extra qui va pouvoir me permettre de venir voir c'est quoi l'effet du magnétisme et vient de pouvoir venir justement mettre en séquence mes aimants sur mon rotor. L'idée derrière tout ça, c'est de construire notre moteur. Lorsqu'on le branche à la fin, on vient tourner notre contrôleur. Notre contrôleur, lui, on n'aura pas à le construire en soi. Il fait déjà partie intégrante de la base. Mais on vient brancher l'unité une fois qu'elle est assemblée. On vient tourner notre contrôleur. Et si tout est bien fait, on va venir par avoir un moteur qui fonctionne. Donc, un moteur qui tourne, un moteur qui va pouvoir être contrôlable. Mais en fait, si jamais le moteur ne tourne pas, si jamais il y a quoi que ce soit qui arrive, quelque chose qui a mal été fait, une étape qu'on n'a pas bien en fait suivie au niveau de notre guide, le guide qu'on l'a construit, qu'on l'a simplifié, un genre de guide qu'on va retrouver, par exemple, que ce soit par exemple dans la construction d'un meuble IKEA ou tout simplement un genre de guide au niveau de l'assemblage d'un nouveau Lego qu'on a acheté. Donc, un guide super simple. On n'a pas suivi les étapes ou on a manqué une étape cruciale. Peu importe, notre moteur ne tourne pas. C'est pas grave. C'est justement ça le but. Le but étant de dire, ben, c'est quoi qui fait en sorte que mon moteur ne tourne pas? Maintenant, je peux utiliser tout plein d'outils pour simplement arriver et diagnostiquer mon moteur. Le fait qu'on l'a construit, le fait qu'on l'a peut-être fait une erreur ou pas, ben, va vraiment venir renforcer la compréhension et l'impact de chacun des composants et chacune des étapes. Donc, que mon moteur fonctionne super bien, je vais bien comprendre qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on y arrive avec un moteur qui fonctionne à 100%. Si jamais, comme je l'ai dit, on a fait une petite erreur qui, moi, je dis, est vraiment une étape cruciale dans l'apprentissage, ben, en fait, je vais venir par introduire mes différents outils, des outils de mesure qui, on voit de plus en plus dans le marché, que même certains manufacturiers qui vont
venir pousser les futurs techniciens, les nouveaux techniciens à venir utiliser pour pouvoir diagnostiquer et même vérifier l'intégrité des différents systèmes sur les véhicules. Que ce soit, par exemple, de dire, hey, savez-vous quoi? La classe, on va venir prendre un picoscope, donc un oscilloscope qu'on va venir brancher à notre ordinateur, un oscilloscope qui a, par exemple, au moins 3 channels. Pourquoi 3? Ben parce qu'on va pouvoir venir se brancher sur chacune de nos phases, hein, sur notre phase U, V ou W qu'on aime appeler sur notre unité. Puis on va venir vérifier, puis on va venir voir la trace qu'on a sur chacune de nos phases. On va pouvoir comparer ces 3 phases-là ensemble. On va pouvoir vraiment venir voir l'action qu'on a au niveau du contrôleur. Si ce n'est pas parce qu'on a un contrôleur qui, on va avoir une belle onde sinusoïdale, non, on va venir avoir des ondes du style numérique carré. Donc, de comprendre pourquoi on a ce genre d'onde-là, ce n'est pas tout. On va pouvoir utiliser, par exemple, un testeur d'isolation ou est-ce qu'on va pouvoir venir faire des tests à savoir est-ce que nos bobines sont isolées? Est-ce qu'on a une perte d'isolation? Est-ce qu'on ça peut faire partie des problèmes qu'on a au niveau de notre moteur ou que ça peut être simplement un test de vérification de l'intégrité de mon système? Comme je dis, de plus en plus de manufacturiers nous poussent à utiliser différents outils, de nouveaux outils qui viennent de rentrer en quelque sorte sur le marché de l'automobile. Par exemple, on a ici un milliomètre qui va venir vraiment être assez précis pour pouvoir venir vérifier l'intégrité de notre filage. Donc, c'est par exemple Toyota qui pousse les techniciens à venir vérifier l'intégrité des stators de leur moteur électrique, par exemple dans leur Prius, pour pouvoir venir vérifier vraiment l'intégrité de chacune des phases, chacune même des enroulements. Dans ce cas-ci, nous, c'est des bobines. On va pouvoir faire la petite démonstration plus tard à ce niveau-là. Et également, testeur de polarité qui est assez simple. Donc, grosso modo, qu'on va pouvoir venir tester au niveau de notre rotor si on a notre alternance au niveau de nos aimants, donc nord-sud ou sud-nord, par exemple. Ce n'est pas tout. Donc, on parle de moteur électrique triphasé, sans balai. Souvent, la question qu'on nous pose, c'est pourquoi Consulab a décidé d'arriver avec ce genre de produit-là? Tu sais? Oublions le fait que ce soit un produit qui est destiné aux étudiants, donc au niveau de l'apprentissage tactile, donc où est-ce qu'ils vont venir le construire. Revenons juste à l'idée de base qui est en soi le moteur, donc sans balai, triphasé. OK? Qu'on- Pourquoi qu'on a eu cette idée-là de produit, ben, c'est simple. On le voit de plus en plus sur les différents véhicules, que ce soit le véhicule électrique, entièrement électrique, hybride ou même les véhicules à moteur à combustion interne traditionnelle, on en voit de plus en plus. Que ce soit par exemple au niveau de la pompe à carburant, que ce soit par exemple au niveau donc, de l'ajustement du cam qui utilise dans certains moteurs, comme par exemple les moteurs de Nissan Kicks, un moteur triphasé, euh, pour justement faire varier la position du cam, que ce soit par exemple du moteur électrique à propulsion pour un véhicule électrique, que ce soit les moteurs de radiateur et même les moteurs de HVAC ou de chaufferette, comme on l'aime appeler dans le jargon. C'est tous des applications où est-ce qu'on voit de plus en plus utiliser ce genre de technologie de moteur. Donc, qui dit utilisation plus courante, dit techniciens qui doivent être capables de bien comprendre le fonctionnement pour pouvoir faire un diagnostic approprié et précis. Donc, c'est ça qui nous a vraiment motivés à arriver avec ce genre d'idées-là. Et le fait que ce soit des, des concepts qui sont un petit peu plus difficiles à enseigner aux étudiants, ben, le fait de le construire, comme on dit, on peut enseigner de la base jusqu'à des notions plus avancées où est-ce qu'on va venir utiliser les oscilloscopes, de l'ampérage, de faire des relations entre le nombre d'enroulements versus le champ magnétique versus la chaleur générée versus l'ampérage. Donc, vraiment une panoplie de sujets qu'on peut venir enseigner, qu'on peut venir apprendre, qu'on peut venir discuter. Hein, c'est souvent le genre de discussion qu'on aime avoir avec nos étudiants, les faire réfléchir à quelles sont les logiques derrière ce genre de technologie-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, c'est que je vais venir changer d'angle de vue pour pouvoir montrer vraiment qu'est-ce que je veux dire par on assemble notre EV100. Qu'est-ce qui est derrière notre construction
qu'est-ce que les étudiants vont devoir faire et tout ça. Donc, grosso modo, on va partir avec une base qui va être vierge, une base où est-ce qu'on va avoir sur le côté ici nos points, grosso modo, là, de connexion au niveau de nos trois phases. Comme on peut voir, on a la phase U, la phase V et la phase W, qui sont des termes assez couramment utilisés là, lorsqu'on parle de moteur triphasé. Donc, ici, au niveau de notre base, on va avoir notre contrôleur qui est déjà installé. Donc, ça ne sera pas aux étudiants de l'installer ou quoi que ce soit. Ça n'empêche pas, par contre, que les instructeurs peuvent parler de comment est-ce qu'on fait pour justement avoir notre contrôleur avec un inverter qui va venir par prendre du courant, disons DC, là, de notre batterie haute tension, par exemple, d'une voiture électrique en courant triphasé. Comment est-ce que le contrôleur puis l'inverter à l'intérieur font en sorte de générer ces trois phases-là avec les MOSFET, les IGBT, donc les transistors et tout. Ça peut être des points d'enseignement dépendamment du niveau qu'on enseigne, que ce soit par exemple au niveau de DEP ou même un petit peu plus élevé au niveau d'études supérieures d'ingénierie. C'est tout un produit qui peut être facilement intégré aux classes. Donc, comme je dis, on a notre base. Notre base contient notre contrôleur. On a ici un petit potentiomètre qui est directement relié à notre contrôleur sur lequel on va pouvoir venir ajuster justement notre input au niveau de notre stateur. Donc ici, au centre, c'est là où est-ce qu'on va avoir notre rotor qui va être préalablement assemblé. Et tout autour du rotor, on voit des petits trous. C'est là où est-ce qu'on va venir installer, grosso modo, des boulons sur lesquels vont être montées les bobines qu'on va également assembler au niveau des étudiants, là. Donc, on a notre base ici. On va avoir notre rotor dans lequel, comme je l'ai dit, on va devoir venir insérer nos 4 aimants. Dans notre boîte, grosso modo, on va avoir 5 aimants. Donc, on va avoir 5 aimants qu'on va pouvoir venir utiliser. Pourquoi 5? Alors que notre rotor, lui, a simplement de la place pour 4. Mais grosso modo, c'est qu'on va pouvoir enseigner aux étudiants comment utiliser la 5e. Donc, la 5e qui est d'extra pour pouvoir venir vraiment confirmer qu'on a notre alternance au niveau de la position de nos aimants du rotor, soit entre nord-sud, nord-sud. Et une fois que le tout est assemblé au niveau de notre rotor, le couvercle de celui-ci, comme on peut voir, il est transparent. Encore une autre idée pédagogique derrière ça, c'est vraiment de faire en sorte qu'une fois que tout est assemblé, bien, on puisse voir la rotation du rotor et ou, du moins, lorsqu'on joue avec le contrôleur, donc quand je parle du contrôleur, c'est vraiment avec le petit potentiomètre ici, qu'on puisse graduellement, mais lentement, venir tourner notre potentiomètre jusqu'à temps qu'on voit qu'il y a un mouvement au niveau de notre rotor. Un mouvement ne veut pas dire nécessairement une rotation complète, mais du moins qu'on voit que il y a du champ magnétique qui est généré, puis on a un certain désir au niveau du rotor de vouloir tourner. Donc, c'est là où est-ce que ça devient d'autres aspects intéressants du produit, à savoir, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi ici, on a notre moteur qui essaie de tourner, puis il n'y arrive pas? C'est sûr et certain que ce moteur-là n'est pas équipé d'un résolveur, donc le moteur, lui, va toujours essayer de, grosso modo, venir faire tourner notre rotor jusqu'à temps qu'il y ait assez de champ magnétique pour pouvoir y arriver et que notre rotor, lui, il tourne en synchronisme avec le champ magnétique du stator. Et donc, c'est un moteur synchrone et non asynchrone. Donc, comme je disais, on va venir suivre à l'intérieur de notre boîte, on va avoir un petit guide où est-ce que, comme je disais, c'est comme un peu assembler notre nouveau Lego. On va voir toutes les étapes, étape par étape, comment venir assembler nos différentes parties, que ce soit au niveau du rotor, que ce soit au niveau de nos bobines, que ce soit au niveau des connexions des phases. Tout est là. Il n'y a pas de mots, on a vraiment mis ça très simple. Lorsqu'on parle de bobines, on va avoir vraiment 2 types de bobines. Donc, on va avoir des bobines, je ne sais pas si on va voir ici. Donc, on va avoir une bobine où est-ce qu'il va y avoir des indications avec une flèche. Grosso modo, la flèche, on voit qu'elle tourne dans le sens horaire. Donc, c'est une bobine qu'on va pouvoir venir enrouler dans le sens horaire.
Et on a un deuxième type de bobine qui, la flèche, elle, est à l'inverse, pour nous indiquer justement de faire en sorte de l'enrouler, pardon, dans le sens anti-horaire. Donc, encore là, c'est quoi l'impact que ça a? Pourquoi qu'on a besoin d'avoir des bobines enroulées dans le sens horaire et des bobines enroulées dans le sens anti-horaire? Qu'est-ce qui fait que mes phases sont composées, donc mettons ma phase U, V, W sont composées de bobines enroulées dans le sens horaire et anti-horaire par alternance? Pourquoi que ça fonctionne comme ça? Donc, c'est tous des points d'enseignement qui sont naturels, qui sont d'ordre logique à enseigner, que ce soit par exemple pendant la construction en soi. Donc, moi, je suis un étudiant, j'ai à assembler mon petit moteur électrique. Je vais suivre mon livret ici où est-ce que j'ai étape par étape la construction de celui-ci, mais que mon enseignant, lorsque on est rendu par exemple à l'étape numéro 2, qui est l'insertion des aimants, ben, mon enseignant prend une pause et on parle, on discute des effets. Donc, c'est vraiment un projet qui peut prendre plusieurs formes. Donc, il peut, par exemple, s'étaler sur plusieurs jours, tout dépendamment de est-ce qu'on donne de la théorie pendant et où est-ce qu'on laisse les étudiants construire leur moteur de A à Z d'un seul coup, ce qui va faire en sorte qu'ils apprennent. Ils vont peut-être avoir plus de risques de faire des erreurs, mais comme je dis, les erreurs font partie de l'apprentissage, font en quelque sorte partie du produit. Donc, j'assemble mon rotor. Mon rotor, une fois assemblé, ça va ressembler à ça ici. Donc, je vais avoir mon petit rotor avec mes aimants à l'intérieur. Je peux prendre ma cinquième aimant ou un testeur de polarité. Donc, avec le testeur de polarité, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir venir vraiment facilement voir. Ici, j'ai ma petite LED qui est verte qui m'indique que c'est une polarité donc sud. Je tourne mon rotor et j'ai une polarité nord, donc ma LED rouge s'allume, suivie d'une polarité sud, suivie d'une polarité nord. Donc, mes 4 aimants sont en alternance nord-sud, nord-sud. Donc, je peux utiliser ça ou je peux utiliser ma cinquième aimant, comme je disais, pour pouvoir valider le tout. Par la suite, comme je dis, on prend notre enroulement ici. J'ai une bobine de fil avec un vernis dessus. Le vernis, super intéressant, super important. Donc, à quoi il sert au niveau de l'isolation électrique? Je vais devoir venir, bien entendu, venir nettoyer les embouts de chacune de mes bobines. Donc, quand je dis nettoyer les embouts, donc, imaginez, je viens de faire ma bobine, je viens de l'enrouler ici avec 50 tours. C'est le nombre de tours qu'on suggère dans le manuel. Ben, je vais venir à chacun des embouts venir nettoyer mon vernis protecteur, mon vernis isolant, pour pouvoir m'assurer d'avoir une bonne connexion au niveau de mes différents Wago connecteurs, donc mes petits connecteurs qui vont assurer la connexion dans chacune de mes bobines dans mes phases. Comme je dis, il y a plein de choses qui peuvent mal aller au niveau de la construction, que ce soit par exemple ma bobine qui n'est pas enroulée dans le bon sens, ma bobine qui n'a pas assez de tours, ma bobine que le vernis est encore présent, qui a une mauvaise connexion. Ça peut être au niveau de mon rotor lui-même en soi qui n'a pas la bonne séquence au niveau des aimants. On n'est pas en alternance. Mais tout ça peut être facilement diagnostiqué facilement diagnostiqué avec des outils comme que je vous ai présenté, que ce soit le oscilloscope, que ce soit par exemple le testeur d'isolation, que ce soit par exemple le milliomètre. Ça fait partie intégrale de l'apprentissage au niveau de ce petit moteur électrique-là. Donc, si une fois que je vais avoir toutes mes bobines d'assemblée, ben, en fait, on va me demander dans le guide de venir créer mes différentes phases. Donc, je vais avoir une alternance de bobines qui sont enroulées horaires et anti-horaires et qui sont tous connectés entre elles pour faire une phase. Chacune de mes phases va être, bien entendu, enroulées autour de mon rotor, donc sur la base, et qui vont être disposées de façon où est-ce qu'on va avoir électriquement un 120 degrés qui va se former. Donc, imaginez, j'ai ma base ici où est-ce que j'ai, si j'enlève le petit couvert ici, et j'ai des endroits qui me manquent des points de connexion. J'ai des boulons ici
ou est-ce que je n'ai pas de bobine? Ceci correspond, par exemple, à ma phase que j'ai dans les mains juste ici. Donc, imaginez une à une, je viens les assembler sur mon produit. Donc, je viens prendre ma phase V qui me manque ici. Je viens lever mon point de connexion. Je viens l'insérer l'une des extrémités en suivant la séquence de mes bobines et je viens l'installer tout autour de mon rotor. Donc, comme je dis, plusieurs choses qui peuvent être testées, plusieurs choses qui peuvent être mesurées. Imaginez, j'ai un moteur qui est assemblé, ça fonctionne, c'est super, tout le monde est content. Disons que j'ai mon moteur ici, je l'ai assemblé, ou les étudiants plutôt l'ont assemblé. Vient le temps où est-ce qu'on va valider leur travail. Donc, ils vont venir prendre leur petit power supply, ils vont venir l'insérer, ils vont venir brancher leur unité. Et avec ici le potentiomètre du contrôleur, ils vont venir littéralement tourner tranquillement, lentement mais sûrement, leur moteur jusqu'à temps qu'on voit ici dans le couvercle transparent un certain mouvement des aimants. Donc ici, on voit qu'il y a du mouvement, mais il n'y a pas de rotation. Même si j'essaie de faire tourner mon rotor, on voit qu'il n'y a pas de rotation qui se fait. On a un certain mouvement, on l'essaie de tourner, mais on n'a pas suffisamment justement de champ magnétique qui est généré pour pouvoir faire tourner mon rotor. Donc, on voit que par exemple que le moteur essaye. Le moteur essaye, est en alternance. Je l'ai dit, il n'y a pas de resolver, il n'y a pas de possibilité pour le contrôleur de s'assurer de la position exacte du moteur. Donc, c'est pour ça que lui, il essaye en alternance jusqu'à temps qu'en espérant, le moteur tourne. Si j'augmente tranquillement mon potentiomètre ici, donc, je vais avoir, à un moment donné, suffisamment de synchronisme qui va faire en sorte que mon moteur va effectivement se mettre à tourner. Une fois qu'il tourne, ben, encore une fois, un des avantages d'avoir ce type de moteur-là dans les applications de l'automobile actuelle, c'est que c'est un contrôle hyper précis. Donc, on peut vraiment venir jouer avec notre potentiomètre et voir justement qu'on est capable de jouer sur la vitesse de rotation du moteur très précisément et d'avoir des vitesses qui sont plutôt lentes aussi, mais toujours en mouvement. Encore là, ce n'est pas parce qu'on a réussi à faire tourner notre moteur que le travail est terminé. Évidemment, on peut décider que c'était ça qu'on va enseigner. C'est correct. Tout dépend du niveau d'enseignement, que ce soit, comme j'ai dit, niveau secondaire, postsecondaire, DEP, ingénierie. Néanmoins, c'est une belle opportunité de, même si le moteur fonctionne, de prendre des tests, de faire des tests, de prendre un oscilloscope. Ça peut être un oscilloscope plutôt simple, le genre d'oscilloscope que nous, on l'utilise énormément sur nos produits. C'est un petit oscilloscope de laboratoire très portatif à un seul channel, qui n'est pas vraiment nécessairement une mauvaise idée d'avoir un petit oscilloscope plutôt qu'un picoscope avec 4 channels qui, effectivement, est un petit peu plus dispendieux. Mais grosso modo, on peut simplement arriver et dire, bien, on va venir avec notre oscilloscope ici, se brancher sur chacune de nos phases. On va se changer nos positions. Comme ceci. Changer nos valeurs. Comme ceci. Donc, comme on peut voir qu'on a un signal généré, un signal qui va être sous forme numérique, mais qu'on peut voir aussi dans le côté alternatif. Donc, on l'a autant dans le côté positif que dans le côté négatif. C'est un bon point d'enseignement où est-ce qu'on a un moteur qui va être justement là, triphasé, mais qu'on n'a quand même pas une onde sinusoïdale. Donc, pourquoi ça? Pourquoi qu'on n'a pas ce genre d'onde-là? Je vais venir ici, réduire mon temps. Donc, pourquoi qu'on a ça? Pourquoi notre contrôleur, lui, vient fournir ce genre de signal-là? Et, savez-vous quoi? Si je débranche mon moteur et que j'installe une poulie qui est aussi assemblée dans notre kit,
avec un petit élastique ici qui va servir de point de jonction entre ma poulie et mon rotor, bien, je peux venir, si évidemment je viens changer mes modes, donc je vais baisser mon voltage par division, ainsi qu'augmenter mon temps. Ben, savez-vous quoi? Je peux venir manuellement, je vais déplacer le tout un petit peu ici, je vais venir manuellement, je vais même augmenter mon voltage pour qu'on ait une plus grosse vue. C'est ici. Donc, je vais venir manuellement tourner mon moteur. Et ce qui est intéressant, c'est que je vois une tout autre type d'onde. Donc là, ici, j'ai vraiment mon onde sinusoïdale versus, toujours en alternatif, bien sûr, mais je vais avoir mon onde sinusoïdale versus mon onde carrée qu'on avait plus tôt lorsqu'on mesurait nos phases au niveau de notre contrôleur qui faisait actionner notre moteur. Donc, c'est un beau point d'enseignement. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'ici, on a une onde sinusoïdale versus une onde alternative carrée avec notre contrôleur? Comme je disais, c'est une belle façon de parler des MOSFET ou des transistors IGBT. Donc, c'est tous des points un peu plus avancés, mais des points qui sont facilement accessibles avec ce genre de petit moteur-là. Euh, Maintenant, si le moteur, lui, ne fonctionne pas, mettons que l'élève a essayé de suivre étape par étape, mais pour X, Y raison, le moteur ne tourne pas, ben, il peut toujours utiliser la poulie ainsi que le petit anneau de caoutchouc, donc cette configuration-là, et venir manuellement tourner son moteur avec un oscilloscope comme je viens de montrer. Donc, ça n'a pas besoin, encore une fois, d'être un picot. C'est sûr que le picot, on va avoir les trois phases qui vont être affichées sur notre écran, qui va pouvoir être plus facile de venir voir en temps réel et de diagnostiquer. Mais ici, je peux venir comparer chacune de mes différentes phases et voir la trace qu'on a. Donc, si c'est par exemple un mauvais point de connexion au niveau d'une de mes phases et de mes nombreux connecteurs, hein, et quand je dis les nombreux connecteurs, c'est tous les petits connecteurs orange ici qu'on voit entre chaque bobine. Donc, disons que j'ai un problème de, par exemple, connexion ou d'enroulement ou peu importe, ben, je vais pouvoir voir un tracé différent au niveau de l'une de mes phases comparément aux autres. Ben, puis ça va pouvoir me donner justement un petit point de repère, un indice à savoir ben, le problème, il se situe où exactement? Il se situe dans quelle phase du moins pour pouvoir venir isoler par la suite le problème. Est-ce que c'est un problème au niveau de mes aimants? Est-ce que c'est un problème au niveau de l'une de mes phases? Imaginez maintenant que j'ai un problème au niveau d'une de mes phases. Donc, j'ai fait de nombreux tests. J'ai isolé que c'était, par exemple, sur l'une de mes phases, sur la phase numéro 1, la phase U, peu importe. Je vous ai parlé ici du milliomètre, donc du milliomètre, qui est de plus en plus couramment utilisé. Donc, je vais venir vérifier l'intégrité de mes bobines. Quand je dis venir vérifier l'intégrité, c'est que c'est un outil qui est tellement précis que je vais pouvoir être même capable de vérifier le nombre de tours. Est-ce que ça va me dire le nombre exact de tours dans le sens où est-ce que ça va dire, ben, tu as 50 tours sur celle-ci, tu en as 30 sur l'autre? Absolument pas. Mais ce que ça va pouvoir me permettre, c'est que je vais pouvoir comparer une bobine que je sais qui est bonne, par exemple, une bobine qui a 50 tours. 50 tours, c'est le nombre qu'on suggère dans le manuel. Donc, on suggère aux étudiants sur chacune des bobines de faire 50 tours pour avoir une performance là, optimale du moteur. 50 tours, le 50 tours est venu de nombreux tests qu'on a fait ici lorsqu'on développait le produit pour avoir vraiment là, une rotation la plus stable, une rotation plus, disons-le, douce au niveau de notre moteur. Donc, je prends mon milliomètre ici. Donc, je vais l'allumer. Je vais le mettre sur la bonne échelle. Première étape, ben, c'est que je vais le zéroter. OK? Donc, je vais venir mettre mes deux pinces ensemble. Et comme je peux voir ici, ben, on est tout près de zéro. Donc, c'est parfait. On les zérote. Je vais prendre une bobine que je sais pertinemment qu'elle a 50 tours. Donc, ça, c'est moi-même qui l'a construite. Donc, je sais qu'il y a 50 tours. Je vais venir m'installer sur les embouts de celle-ci. Oups. Donc, si je m'installe sur chacun des embouts, ici, je vais être capable de lire, donc, dans les alentours de 87 millions. Donc, j'ai une mesure de 87 millions sur une bobine avec 50 tours. Maintenant, ici, j'ai une bobine
qui, je ne sais pas si elle est bonne. Je sais que, par exemple, que mon moteur, mettons, avait un problème, ne tournait pas efficacement. Je prends ma bobine, je l'installe de chacun des côtés. Celle-ci a 25 tours, juste pour donner un petit indice. Et donc, ici, comme on peut voir, à 25 tours, on a 39, donc pratiquement là, 40, mais 39 millions. Donc, on a vraiment une différence. On est vraiment capable, avec un outil aussi précis que ça, de venir vérifier l'intégrité de, de nos bobines, donc l'intégrité, grosso modo, de notre stator. C'est pour ça que, comme je disais, là, vraiment, là, de plus en plus de manufacturiers adoptent ce genre d'outil-là. Donc, si on arrive et on dit aux étudiants, ben, il faut utiliser le milliomètre dans telle circonstance, versus, hey, vous pouvez utiliser le milliomètre lorsque vous montez votre moteur et lorsque vous le diagnostiquez ou simplement le testez, ben, le fait d'avoir eux-mêmes enroulé leur bobine, c'est peut-être une partie qui sonne anodin ou ça peut même être pour certains dire ben, c'est répétitif comme tâche. L'idée derrière ça, c'est de bien comprendre, OK, ben là, ce que je viens vérifier, c'est vraiment ça, c'est le nombre de tours. Le nombre de tours va avoir une incidence sur ma résistance. Donc, si on regarde ça ensemble, si j'ai une incidence sur le nombre de tours au niveau de la résistance, si j'ai plus de tours, plus de résistance, moins d'ampérage, mais qu'est-ce qu'on a par rapport au champ magnétique? C'est une augmentation du champ magnétique. Donc, c'est tous des phénomènes qui viennent euh, être fascinants à enseigner. Donc, à l'inverse, si j'ai une bobine qui a moins de taux, moins de résistance, donc logiquement, plus d'ampérage, plus de chaleur générée. Donc, c'est tout encore une fois, une compréhension qu'on peut venir aller chercher avec ce produit-là. Fait que c'est vraiment là, au-delà de si on revient à notre caméra principale. Donc, c'est vraiment au-delà de. On a un moteur triphasé. Un moteur triphasé qu'on vient juste assembler, qu'on suit des instructions, puis qu'il n'y a rien d'autre à enseigner. Il y a tellement de phénomènes, il y a tellement de principes, de théories, d'opportunités aux étudiants de venir avec la théorie pratique, donc la dextérité qu'on vient développer, comprendre. Donc, il y a tellement d'applications sur les automobiles aujourd'hui qui utilisent ce genre de technologie de moteur. Donc, pour différentes applications, que ce soit par exemple de système de gestion thermique de la batterie haute tension ou système de confort de la cabine, ou système par exemple, de performance moteur, on va pouvoir venir utiliser ce genre de technologie-là et de venir vraiment comprendre les différentes subtilités. Chaque boîte peut être vendue à l'unité, peut être vendue aussi en kit de 12 et en kit de 24. Grosso modo, un kit de 24 va être le kit de 12 x 2. Donc, un kit de 12, qu'est-ce que ça consiste? Ben, ça consiste à 12 unités à assembler qui vont venir dans un boîtier de style Pélican. Si j'enlève cette petite boîte-là, on va avoir une meilleure vue. Donc, de style Pélican, donc une boîte qui est en plastique renforcé, qui est assez légère pour pouvoir être facilement transportable entre laboratoire et entre, par exemple, établissement, qui est assez résistante pour justement le storage, le déplacement, si jamais il y a quoi que ce soit. Qui offre quand même un certain niveau hermétique pour justement empêcher tout ce qui est contaminant, eau, poussière, de s'y infiltrer. Donc, on a 12 unités qui vont venir avec ce kit-là. Également, à l'intérieur, on va avoir une 13e unité qui va être entièrement assemblée. Pourquoi entièrement assemblée? Ben, grosso modo, ça va être pour vous, les instructeurs, avoir une unité qui est déjà montée, qui peut être facilement montrer aux étudiants à quoi le produit final devrait ressembler, qu'est-ce qu'on devrait avoir comme fonctionnalité, ou même déjà faire des tests avant même de commencer la construction. Bien entendu, ils peuvent être vendus à l'unité, donc si vous voulez vraiment aussi en avoir une à monter, pour vous amuser, parce qu'on va se le dire au début, même si on trouve ça long, peut-être en faire les enroulements, c'est toujours la réaction finale lorsqu'on réussit par faire tourner le moteur qui est la réaction qui nous surprend toujours là, au niveau des utilisateurs. Sinon, ce qui va venir avec le kit de dos, ça va être évidemment un kit de pièces d'échange. Donc, on va avoir
le sac numéro A et le sac numéro B qui sont inclus pardon, normalement dans notre boîte. Donc, ça, on retourne juste pour vous montrer là, dans la boîte. On va avoir la boîte, le sac numéro A ainsi que le sac numéro B. Donc, dans le kit de 12, lui, on va avoir les parties d'extra et un testeur de polarité. Je sais. Pardon, le kit de 24, Seigneur, je me suis étouffé. Le kit de 24, lui, comme on dit, ben, ça va être le double. Donc, on va avoir pas une plus grosse boîte, c'est juste qu'on va avoir 2 fois la même boîte avec les 12 unités, la 13e assemblée, testeur de polarité, ainsi que les sacs des pièces d'espère. Ça fait pas mal de tours. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais si jamais il y a des questions, là, Jean-Martin, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vais t'en poser une, Jérôme. Tu en as parlé vite tantôt. Combien de temps à peu près pour construire un ensemble par les étudiants? En fait, c'est une excellente question. C'est justement, j'attendais à la fin pour pouvoir en parler un peu plus. Là, vraiment, c'est à la discrétion des enseignants. Comme je dis, on peut utiliser le produit en donnant de la théorie lorsqu'on l'enseigne. C'est un projet qui peut durer 1 journée, 2 journées, 3 journées, tout dépendamment de jusqu'à où on veut aller. Le produit, il vient avec une panoplie d'activités, mais on peut vraiment l'enseigner de différentes façons. On peut dire, écoutez, on le montre au complet d'un seul coup. Dépendamment du niveau des étudiants, on peut aller de 2 heures en moyenne à 3 heures en moyenne. Là. Super, Jérôme. Puis, tu peux-tu aussi, tantôt, tu as parlé quand on l'a fait en anglais, il n'y a pas juste un manuel d'instruction qui vient avec le produit, hein? Tu as parlé d'un un PowerPoint, je pense. Exact. Dans le fond, comme on dit, c'est un projet. Donc, on veut vraiment avoir une feuille d'assemblage claire qui vient évidemment dans chacune des boîtes. Également, on a décidé de faire une petite présentation PowerPoint où est-ce que ça permet d'avoir de la théorie sur ce type de moteur-là. Facile d'accès aux enseignants s'ils veulent venir en parler lors de la fabrication du moteur. Donc, c'est vraiment conçu pour être avec le produit. Mais ceci étant dit, ça ne veut pas dire que les enseignants sont obligés d'utiliser la présentation PowerPoint pour être capable d'utiliser le produit. Ça vient également avec des feuilles d'activité au niveau des étudiants et évidemment toutes les réponses aux activités pour l'enseignant. Donc, il y a plusieurs activités qu'on suggère de faire, encore une fois, qui sont à votre discrétion si vous voulez les utiliser ou pas. Le genre d'activités qui vont permettre, lors de l'assemblage et même après avoir assemblé leur moteur, aux étudiants de faire des tests et de remplir une espèce de liste où est-ce qu'on doit cocher un petit peu chacune des étapes, s'assurer qu'on se donne toutes les possibilités qu'on arrive à la fin, qu'on tourne notre contrôleur et que notre moteur tourne. Super. Hey, merci beaucoup, Jérôme. Puis, Ça si fait vous avez des plaisir. questions, gênez-vous pas à contacter moi ou Jérôme. Si vous voulez qu'on vous fasse un démo, on va l'organiser sans problème. Ça nous fait super plaisir. Exact. C'est le genre de produit qu'on adore, la gamme de produits qu'on pense qu'on va vraiment aimer développer. C'est le genre de produit, comme je dis, qu'on va aussi peut-être avoir en main souvent. Donc, si jamais on passe dans vos différentes institutions, là, ben, qu'on va pouvoir peut-être avoir la chance de vous en montrer, avoir la chance de vous en mettre un dans les mains. C'est le fun, c'est engageant, puis c'est surtout ça qu'on veut venir recréer dans les salles de classe. C'est vraiment l'engagement où est-ce qu'on va avoir notre théorie et le côté tactile de la chose. Oui, ça va être le premier de plusieurs, je pense. Ça va être super intéressant. On l'espère, on l'espère. Yes. Hey, merci, Jérôme. Puis, si Merci vous avez beaucoup. des questions, n'hésitez pas. Merci. Passez une belle journée.